Si le Puy-en-Velay est le point de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, cette ville située au sud-est du Massif central est avant tout un site exceptionnel. Aux allures moyenâgeuses, tout en hauteur, la ville semble comme préservée des atteintes du temps. L'ensemble est mis en valeur par un éclairage de style approprié, agrémenté par des travaux d'urbanisme, des rénovations de quartiers entiers, des décorations florales. Aux efforts de chacun s'ajoute le soutien indispensable de la ville, du syndicat intercommunal, tout comme de l'entreprise ERDF. ERDF est une entreprise, un service public de proximité qui a en charge la distribution de l'électricité. Par son ancrage local, c'est une entreprise industrielle, acteur du développement du territoire. Or, sur la ville du Puy, dont l'activité économique est essentiellement portée par le tourisme, ERDF contribue à la mise en valeur du patrimoine. On est aux côtés de la ville, aux côtés du syndicat d'énergie, pour faire ce qu'on appelle l'effacement des réseaux, donc la mise en valeur de ce patrimoine. Mais on a souhaité aller plus loin sur la ville du Puy en accompagnant, en étant partenaire des principaux événements culturels et touristiques. En premier lieu, on peut citer les fêtes Renaissance du Roi l'Oiseau, qui rassemblent chaque année plus de 6000 personnes, participants costumés, et qui accueillent à peu près 100 000 visiteurs, 100 000 spectateurs. Alors, on a été séduit par le projet de Vue d'Auvergne de réaliser une vidéo sur Notre-Dame de France, qui est un monument emblématique du Puy-en-Velay. La Vierge qui a été érigée seulement quelques années avant l'apparition de l'électricité, et son dispositif d'illumination mis en place à l'occasion de la rénovation en 2012 lui donne également un côté de modernité, une impression de modernité. C'est donc tout naturellement que ERDF a souhaité accompagner Vue d'Auvergne dans cette vidéo. La statue Notre-Dame de France et son socle sont inscrits aux monuments historiques depuis 1997. En 2012, la statue a été entièrement restaurée. Elle n'est pas seulement un élément du paysage local, elle fait complètement corps avec la ville et d'ailleurs elle est le monument le plus visité du département de Haute-Loire. L'origine de la statue, elle est toute simple. C'est l'histoire d'une rencontre entre le père de Ravignan, un jésuite qui vient prêcher une retraite dans la ville du Puy, et le père Théodore Combalot, qui est un prêtre du diocèse, qui participe à la retraite et qui va présenter le projet du père de Ravignan, qui est de construire une statue sur ce socle, sur ce piédestal rocheux qui est absolument libre et vide, de construire une statue sur ce piédestal. Donc le père Combalot présente à l'ensemble des prêtres du Puy ce projet, qui est accepté avec enthousiasme, y compris par l'évêque. Et l'évêque décide de créer une commission pour étudier la possibilité de faire cette statue et va confier aux artistes d'Europe qui voudront bien se présenter le soin de réaliser une maquette. Un concours est organisé et c'est M. Bonacieux, Louis-Marie Bonacieux, qui est choisi pour construire la statue. C'est la statue la plus grande au monde, avant la statue de la Liberté, qui sera érigée en 1886, offerte par la France aux États-Unis. Mais c'est une fierté nationale, bien sûr, cette grande statue de la Vierge de Notre-Dame de France. Symboliquement, c'est quelque chose de très important dans le contexte historique de l'époque. C'est un lieu d'unité. Entre les évêques de France, d'unité pour la France, de prière pour l'unité. Et l'évêque, Monseigneur de Morlon, est très attaché à ce que cette statue s'appelle Notre-Dame de France, pour manifester cette unité et que ça soit aussi une statue qui soit un symbole de paix. C'est pas pour rien que l'évêque demande non seulement une souscription à laquelle des dizaines de milliers d'enfants participent, mais demande aussi une aide de Napoléon III, qui va lui fournir une aide en argent, 10 000 francs de l'époque, et une aide avec les canons de la bataille de Sébastopol. Donc les canons de Sébastopol sont fondus pour faire une statue. Les canons de la guerre deviennent un symbole de paix à travers la statue de Notre-Dame de France. La statue Notre-Dame de France n'est pas la seule richesse architecturale à découvrir ici, au cœur du Puy-en-Velay. Nous avons débuté cette émission à l'Hôtel-Dieu, au musée Hôtel-Dieu de la ville. Je vous invite à rejoindre à présent Géraldine Dabrijon, la directrice des lieux. Elle nous attend.
Bonjour Géraldine d'Abrigeon. Bonjour Marc-Alexis. Merci de nous accueillir ici au cœur du musée Hôtel-Dieu que vous dirigez. Nous sommes dans un lieu un peu particulier, c'est une pharmacie. Pourquoi y a-t-il une pharmacie ici au musée Hôtel-Dieu au Puy-en-Velay ? Cette pharmacie, en fait, elle est liée à l'histoire de l'Hôtel-Dieu, tout simplement, puisqu'au départ, c'est un lieu qui est fondé à la fin du XIe siècle en lien avec le pèlerinage à la Vierge et à Saint-Jacques pour accueillir les pèlerins les plus démunis. Et puis ce lieu va connaître d'autres fonctionnalités et va devenir par la suite non plus seulement un lieu de soins, un lieu de charité et d'hospitalité, mais aussi un lieu de soins à partir du XIVe siècle. Vous parlez de la Vierge du Puy, c'est pour cette raison qu'il y a une statue, une réplique de Notre-Dame du Puy, non pas Notre-Dame de France du Puy-en-Velay, mais la Vierge Noire, juste devant vous, derrière moi. Oui, parce que le culte marial, il est omniprésent au Puy. Dès le 5e siècle, on va dire que c'est vraiment un acte fondateur dans l'histoire de la ville du Puy à l'époque, puisqu'on parle même du Puy Sancta Marae. Donc ça veut dire vraiment le Puy est lié à l'histoire de cette Vierge, d'abord à une légende, à plusieurs légendes qui sont fondatrices, et puis ensuite au fait qu'il y a la présence de cette Vierge Noire, et qu'encore aujourd'hui, tous les 15 août, on a le pèlerinage et on a une vraie dévotion mariale. Alors au risque de vous faire rougir, ce musée il est magnifique, et on vous doit peut-être pas sa rénovation, mais en tout cas son entretien au jour le jour, et le fait que le musée existe, qu'il vive. En quoi est-ce important aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de faire vivre un tel édifice ? Internet nous permet d'avoir accès à la culture de manière très facile, très simple, de manière immédiate. Pourquoi faire venir encore les gens ici ? D'abord parce qu'il y a une dimension patrimoniale. Je crois que c'est d'abord un bâtiment qui raconte une histoire et qui raconte l'histoire d'un territoire. Donc même sur Internet, quand on rentre dans un lieu et qu'on a ce sentiment-là de sentir que ce bâtiment il est encore chargé d'histoire, on ne peut que le vivre en étant dans ce bâtiment. Internet pourra vous donner des images, mais ne vous donnera pas ce ressenti. Donc, quand on est au cœur de cette pharmacie hospitalière, on sent que ce lieu est chargé d'histoire, qu'il y a eu des malades, qu'il y a eu un soin qui a été donné à ces malades. Il y a même un parfum, et le même fameux parfum des pharmacies. Tout à fait, donc on sent qu'il y a une âme. Et ça, Internet ne peut pas vous donner ce sentiment-là, en fait. Qui vient ici au musée Hôtel-Dieu ? En fait, on a un public qui est assez varié. C'est aussi bien la population altiligérienne, les habitants de la Haute-Loire, mais aussi les touristes, puisqu'on est quand même une ville touristique. La statue de Notre-Dame de France, c'est un des premiers sites, puisqu'on reçoit plus de 90 000 visiteurs par an. Donc on va dire qu'on a aussi un public touristique, alors à la fois du territoire français, mais aussi plus de 20% de clientèle étrangère. Comment choisit-on une exposition temporaire ? Est-ce qu'il faut forcément penser au mariage visuel, esthétique qu'il y aura ensuite entre des lieux comme celui où nous nous trouvons ou tout simplement le musée ? Est-ce qu'il faut penser à ce type de mariage esthétique, visuel, ou alors c'est un coup de cœur de la directrice que vous êtes ? Non, je pense que d'abord il y a aussi un choix politique. Quand on est aussi technicien d'une collectivité territoriale, notre patron c'est aussi l'élu. Donc il y a aussi une volonté politique d'amener des expositions, et en particulier en lien avec des grandes structures nationales comme le Louvre, ou là cette année avec un grand nom de l'art contemporain qui est Jean-Michel Autoniel, puisqu'il va installer une œuvre prochainement à Versailles, donc il a une vraie reconnaissance. Mais je pense que c'est aussi faire un choix qui soit en adéquation avec votre territoire et qui donne du sens. Parce qu'aujourd'hui, vous parliez d'Internet, l'idée aussi est de donner du sens et du fond. Bien sûr que la forme et ce qu'on en perçoit et le côté graphique et esthétique est important, mais c'est aussi raconter une histoire à travers une exposition. Donc il faut que cette histoire, elle fasse aussi écho à l'histoire de votre territoire. Et pour qu'il y ait une vraie adéquation et que derrière, le public qui va venir visiter, que ce soit l'habitant ou le touriste, il puisse se projeter dans cette exposition et se raconter ses propres histoires et avoir aussi ses propres référents. Et je crois qu'à travers le choix de Jean-Michel Autoniel cette année, c'est aussi un artiste qui fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'il va toujours travailler sur cette adéquation entre sa propre histoire, l'histoire de l'art en général, et l'histoire d'un lieu. Une dernière question plus personnelle, Géraldine. Quand vous entrez le matin pour venir travailler, que ressentez-vous ? Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un tel décor, un tel environnement au jour le jour. Votre bureau est au milieu de ces décors. Je dirais toujours d'abord une grande fierté, parce que je crois que c'est important aussi quand on est directrice d'un lieu culturel comme celui-là, de croire au projet déjà, d'être fière de ce projet, de le porter, d'être aussi passionnée. Et puis moi, quand je suis dans ce lieu, je suis toujours chargée d'émotions en fait, parce que je trouve que justement, comme c'est un lieu patrimonial, où il y a eu aussi une restauration très contemporaine en fait, à travers la patte de l'architecte qui est Jean-Michel Wilmotte,
on a vraiment cette adéquation. Et moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce métier-là, c'était vraiment faire le lien entre justement cette histoire, le passé, le présent et le futur, comme je l'ai dit, et qu'à travers ce lieu-là, c'est vraiment cette idée-là en fait. Merci beaucoup Géraldine d'Abréjon de nous avoir accueillis ici au musée Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, musée que vous dirigez. C'est ainsi que se termine notre numéro consacré à Notre-Dame de France, la statue Notre-Dame de France ici au Puy-en-Velay. D'autres vidéos de Vue d'Auvergne à découvrir sur ce site que vous êtes en train de consulter. Vous avez le droit de consulter Internet, Géraldine nous l'a dit, mais vous avez aussi le droit de venir visiter et découvrir des choses aussi belles que la pharmacie du musée Hôtel-Dieu ici au Puy-en-Velay. Merci.